Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako. Il est 13h01. Le journal Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, à la une de cette édition, 27e édition de l'EID, espace d'interpellation démocratique. Pour cette session, au total, 599 interpellations ont été reçues contre 334 l'année dernière. Nous ferons le point de cet espace d'interpellation démocratique dès le début de cette édition avec nos différents reporters. Dans l'actualité, également la suite de la visite de travail d'une délégation de haut niveau en Chine. Hier, elle a visité certaines grandes sociétés intervenant notamment dans les domaines de l'électricité, de la construction de trains et de routes, ainsi que dans la fabrication des téléphones. Nous serons en ligne avec nos envoyés spéciaux Mamari Kone et Oumar Traoré. L'actualité sur la scène africaine, elle est marquée par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui se retrouve ce dimanche à Abuja, au Nigeria, pour donc le sommet. L'actualité sur la scène africaine est également l'élection présidentielle en Égypte. Et nous irons également à Dubaï pour parler de la COP28 où le Congo-Brazzaville vient de bénéficier d'un fonds initial de 50 millions de dollars pour protéger la forêt. 13h dimanche, c'est aussi le journal des sports et puis Focus Santé qui s'intéresse cette semaine au laboratoire de l'hôpital du Mali. Rendez-vous en fin de journal avec Koumba Assissé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Ouverture ce matin à Bamako des travaux de la 27e session de la 27e édition de l'EID, espace d'interpellation démocratique. Pour cette session, au total 599 interpellations ont été reçues contre 334 l'année dernière, conformément aux critères établis. 38 dossiers sont retenus pour la lecture, 404 dossiers pour suite à donner et 153 non retenus. Les travaux sont dirigés par un jury d'honneur exclusivement malien composé de 9 membres avec à sa tête Harouna Cissé, ancien ministre. Une cérémonie d'ouverture ce matin présidée par le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions représentant donc le Premier ministre. Le point de cette cérémonie d'ouverture avec vous, Nouhoum Sissoko. C'est parti ce matin pour les travaux de la 27e édition de l'EID, espace d'interpellation démocratique. Cette tribune offre l'occasion aux usagers de l'administration d'interpeller les ministres sur les questions ayant trait à la bonne gouvernance, à la promotion et à la protection des droits et libertés des citoyens. Les dossiers reçus cette année portent sur les litiges domaniaux et fonciers, les demandes de paiement de droits, les difficultés liées à la bonne distribution et à l'exécution des décisions de justice, les demandes de régularisation de situations administratives, les demandes d'assistance, les violations de droits humains, les problèmes de chefferie et les dénonciations. Un jury de 9 membres constitué va se pencher sur les dossiers retenus par le médiateur de la République, l'architecte de l'EID, Sanogo Aminata Malé, médiateur de la République. Pour la 27e session, le secrétariat permanent de l'EID a enregistré 599 interpellations contre 334 l'année dernière, soit un taux d'augmentation de 55,76%. Lors des travaux de dépouillement, la commission préparatoire, conformément aux critères définis par le règlement intérieur, a classé les dossiers comme suit: 38 dossiers pour la lecture, 404 dossiers pour suite à donner et 153 dossiers non retenus. À cela, il faut noter que 4 dossiers d'interpellation ont été satisfaits au cours des 10 travaux. Il est à préciser que 388 sur 599 dossiers proviennent des délégations territoriales du médiateur de la République, soit un taux de 64,77%. Une motion spéciale aux délégations territoriales pour avoir joué pleinement leur rôle. Le nombre de dossiers reçus pendant cette session est qualifié de record par le médiateur avec à la clé 22 dossiers venant de la diaspora. En ce qui concerne les femmes, de 45 interpellations en 2022, elles sont à 65 en 2023,
soit 10,85% du total des interpellations reçues. Sanogo Aminata Malé. En effet, le nombre record d'interpellations de la présente session est le fruit de la démarche pragmatique sous laquelle j'ai placé mon mandat, en privilégiant la médiation de proximité afin de satisfaire le plus grand nombre de nos concitoyens. En plus de cette stratégie innovante, le médiateur de la République s'emploie à rapprocher davantage l'administration des usagers des services publics en veillant constamment au respect des principes d'égalité, d'impartialité, d'équité, de neutralité pour la consolidation de l'état de droit. La mise en œuvre du plan stratégique de communication du médiateur de la République a été d'un apport inestimable pour la réalisation de cette démarche et l'atteinte des résultats susmentionnés. Des acteurs de la société civile et d'ONG ont, à travers des messages, appelé les pouvoirs publics pour l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, la protection des droits humains et surtout de la femme, la lutte contre les violences basées sur le genre, entre autres. Un reportage signé Nouhoum Sissoko. Alors, partons au Centre international des conférences de Bamako où se tiennent donc les travaux de cette 27e édition de l'EID. Juste après la cérémonie d'ouverture, l'on a suivi la lecture de 38 interpellations. Moïse Traoré, vous êtes en ligne depuis le CICB. Bonjour. Bonjour. Alors, vous le dites si bien. Vous le dites si bien. 38 interpellations retenues pour lecture sur les 599 dossiers reçus, dont 22 des Maliens de l'extérieur. La majorité des réclamations portent sur des litiges domaniaux, à côté d'autres affaires, telles les non-paiements de droits, les problèmes de chefferie et de dénonciation, entre autres, comme nous, Sissoko était en train de l'évoquer tout à l'heure. Alors, les représentants des associations et organisations de défense des droits de l'homme ont rappelé plusieurs manquements. La résolution de la crise sécuritaire ne doit pas sacrifier la disposition des services sociaux de base. Bouraïma Alaï Touré de la société civile souhaite également que l'administration soit mise à l'abri du clientélisme politique dans les nominations notamment. Si la Constitution du 22 juillet 2023 apporte des avancées, l'absence de politique dans le domaine plombe la recherche de financement dans le secteur eau et assainissement. Le féminicide ou meurtre de femmes et de filles est un phénomène dénoncé par Fatma Tanoum. La porte-parole d'organisation féminine regrette que 4 femmes sur 10 soient violentées au Mali. Une violence qui se perpétue même sur les sites de déplacés. Avant les interventions des interpellateurs, le médiateur de la République a pris la parole pour situer le contexte de l'événement et se féliciter que 10% des interpellations viennent des femmes. Sanogo Aminata Malé apprécie les innovations de la nouvelle constitution, le code minier et la détermination des forces armées et de défense. La cérémonie d'ouverture de cette 27e édition de l'espace d'interpellation démocratique a enregistré la présence du professeur Dionkounda Traoré, ancien président de la transition. Alors nous observons actuellement la pause et après cette suspension, vers 15h, il est prévu la visite des stands avant les réponses des membres du gouvernement. Merci beaucoup Moïse Traoré en direct du Centre international des conférences de Bamako qui abrite depuis ce matin donc les travaux de la 27e édition de l'EID, espace d'interpellation démocratique que vous suivez en direct sur l'ensemble du réseau synchronisé de la radio nationale du Mali et sur l'ensemble du réseau synchronisé, on va dire simplement de l'ORTM et sur nos plateformes digitales. L'actualité, c'est aussi la visite de travail en Chine d'une délégation de haut niveau. Elle a visité notamment certaines sociétés intervenant dans les domaines de l'électricité, de la construction de trains et de routes, ainsi que dans la fabrication des téléphones. Les échanges entre les ministres et les responsables de ces différentes sociétés ont permis d'aboutir à des perspectives de coopération. Récit de nos envoyés spéciaux à Beijing, Mamari Kone, Oumar Traoré. La délégation de haut niveau en immersion dans 3 grandes sociétés chinoises de pointe. Power China est la première structure à être visitée par la délégation.
Créée le 29 septembre 2011, elle est spécialisée dans la production d'énergie hydraulique, solaire et photovoltaïque. À travers Sino Hydro, elle a réalisé les barrages de Fellou et de Guina au Mali, ainsi que le terminal de l'aéroport international de Bamako-Sino. Power China s'est dit disposé à accompagner la transition énergétique au Mali. Alucine Sanou, ministre de l'économie et des finances. Il s'agit donc d'avoir une bonne présentation de la société qui est la première société au monde en matière de technologie d'énergie. Nous avons proposé la vision du Mali, la vision de la transition de son excellence le colonel Assimi Goïta, qui est de faire du Mali un pays émergent et compte tenu de tous les problèmes d'énergie également au niveau des ménages aujourd'hui. Il était important pour nous lors de ce déplacement en Chine ici de venir rencontrer cette société qui a marqué un grand intérêt pour la réalisation de beaucoup de projets structurants au Mali. Ils ont déjà fait une grande étude prospective sur les capacités du Mali. Ils ont rappelé que les deux fleuves qui traversent le Mali ont un potentiel de production hydroélectrique au Mali de plus de 1150 MW qui peut être réalisé sous forme de 42 barrages, sans compter les capacités photovoltaïques. Donc ils ont estimé que nous pourrons poursuivre les discussions dans les semaines à venir. Après Power China, la délégation s'est rendue au siège de China Railway Group Limited, CREC. Cette société intervient dans la construction des trains, des tramways, des TGV et de routes. COVEC, qui fait partie du groupe, a réalisé au Mali plusieurs infrastructures. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous sommes en discussion avec cette entreprise pour la construction de la route qui part du parc national Koulouba jusqu'à Kati et aussi une autre route qui va de Kati à Samé. 2 fois 2 voies. Nous sommes en discussion très avancée tant sur le plan technique que financier. Les discussions sont conclues en ce moment pour pouvoir procéder à la signature des différents accords. Et en plus de cette question de la route qui va renforcer nos capacités en infrastructure au niveau de la capitale, nous avons aussi échangé sur la possibilité de pouvoir construire une unité d'affinage d'or. Cette question a été aussi discutée avec Exim Bank qui a marqué un intérêt. Nous voyons aussi la possibilité d'impliquer COVEC dans le cadre des consultations qui se feront pour la construction de cette unité. À la société Huawei, les visiteurs du jour ont été émerveillés par les solutions qu'elle propose dans le domaine de l'électricité, de l'éducation et de la santé. La société est aussi connue dans la fabrication des téléphones, smartphones, ordinateurs et autres. Elle est au Mali depuis 2007 et emploie 1500 personnes, dont 80% des Maliens. Sa vision pour le Mali, un Mali souverain et digitalisé. Aboubakar Sidiki Kone, président de la Commission des Affaires étrangères du CNT. Nous retenons de cette visite, c'est que plusieurs solutions nous ont été proposées ici. Donc c'est à nous, une fois rentrés à Bamako, de voir dans quelle mesure nous pouvons capitaliser toutes les promesses qui ont été faites ici. Si vous avez vu, quand on sait qu'actuellement avec les problèmes d'énergie, il y a une solution qui a été proposée par rapport à l'énergie, donc qu'on peut développer, que ce soit dans les familles ou au niveau des entreprises, avec des onduleurs intelligents qui nous permettent quand même de gérer ces problèmes d'énergie. Réception et échange de cadeaux ont meublé ces différentes visites. Béjine, Mamare Kone, Oumar Traoré pour l'ORTM. Le reste de l'actualité africaine, en plus bref, avec vous, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Nous débutons ce tour d'horizon de l'actualité sur la scène africaine avec les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui se retrouvent ce dimanche à Abuja, au Nigeria, pour leur sommet. Au menu de la rencontre, la situation sociopolitique au Burkina Faso, au Niger et au Mali, 3 pays en transition. Les projets de monnaie commune ECO devraient également être abordés. L'an dernier, un rapport avait été présenté à la conférence des chefs d'État. Ce document proposait différents scénarios tenant compte des réalités et poids économiques de chaque pays membre. L'autre enjeu du sommet de ce 10 décembre est de savoir si un chronogramme va être lancé pour une monnaie pour les 15 pays ouest africains. La CEDEAO qui s'est fait remarquer avec
la présence de l'ancien Premier ministre du président déchu, Mohamed Bazoum. D'un sommet à un autre, celui des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui s'est ouvert hier à Djibouti. L'institution régionale se penche sur le conflit au Soudan quelques jours après l'échec des négociations de Jeddah en Arabie Saoudite. Ce document devrait donner une nouvelle direction à la médiation régionale dans la crise soudanaise. En Côte d'Ivoire, la justice a levé le contrôle judiciaire qui pesait sur plusieurs personnalités politiques du pays. Parmi ces personnalités politiques, Pascal Afi Guessa, il est le leader du Front populaire ivoirien. En réaction à cette décision, il salue un acte de décrispation. Cette levée du contrôle judiciaire concerne également le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Maurice Kakou Gikaoui. Alors, la Banque mondiale va investir 5 milliards de dollars pour électrifier l'Afrique Bourama. Le Rwanda, Sao Tomé et Principe, la Somalie et la Tanzanie sont les quatre premiers pays qui bénéficieront de cette enveloppe. 6 projets ont déjà été approuvés par une somme d'environ 1 milliard de dollars. Ces financements sont dédiés aux infrastructures, notamment la construction ou la rénovation des lignes électriques et le développement des sources d'énergie renouvelables. Selon les statistiques, près de 600 millions de personnes sur le continent africain n'ont pas toujours accès à l'électricité. Pour y remédier, la Banque mondiale a donc annoncé le 6 décembre dernier en Tanzanie consacrer une enveloppe de 5 milliards de dollars avec comme objectif permettre à 100 millions de personnes en Afrique d'avoir accès à l'électricité d'ici à 2030. Le FMI de son côté s'engage à prêter au Togo 390 millions de dollars pour faire face à la hausse de ses dépenses. L'accord doit encore être approuvé par le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Dans un communiqué, le FMI justifie cette aide par la nécessité de répondre à des dépenses nécessaires relatives à la sécurité, la stabilité et l'inclusion sociale. Le fonds a annoncé vendredi être parvenu à un accord avec le gouvernement togolais en vue du lancement d'un programme d'aide à hauteur de 390 millions de dollars afin de l'aider à faire face à la hausse de ses dépenses. Merci beaucoup, Bourama Traoré. Élection présidentielle en Égypte. Oui, les Égyptiens ont commencé à voter ce dimanche pour une présidentielle largement éclipsée par la guerre dans la bande de Gaza voisine. Le président sortant, le maréchal Al-Sisi, semble assuré d'emporter un 3e mandat. On en parle avec vous. Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Comment se déroule ce scrutin depuis ce matin? Oui, le vote a commencé ce matin pour l'élection présidentielle en Égypte avec 4 candidats en lice, notamment l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi. Dans les 27 gouvernorats égyptiens, le vote a commencé dans 11 631 bureaux de vote répartis dans 9 376 centres électoraux, selon l'agence de presse officielle égyptienne. Environ 67 millions d'électeurs ont eu le droit de voter et cela se poursuit sur 3 jours de 9h du matin, c'est-à-dire 7h GMT, à 9h du soir, 19h GMT, heure locale. L'agence a indiqué également que les électeurs ont commencé à arriver aux environs de 1 heure avant l'ouverture du scrutin. Les électeurs faisaient la queue devant les centres et les élections se déroulent sous contrôle judiciaire total assuré par 15 000 juges en plus de la participation de 14 organisations internationales spécialisées dans l'observation des élections. Je le disais, 4 candidats se sont présentés à ce scrutin, à savoir l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi, le chef du parti républicain du peuple Azem Oumar, le chef du parti libéral pro-autorité Abdel Sana Yamama et le chef du parti démocrate de gauche affilié à l'opposition Farid Zahra. Le directeur exécutif de l'autorité électorale nationale a annoncé dans une déclaration précédente que les centres électoraux sont tous équipés de supports contenant des instructions écrites destinées aux personnes malentendantes afin de faciliter le processus de vote ainsi que des cartes d'électeurs imprimées en braille pour les électeurs malvoyants. L'autorité accorde également le droit de vote aux expatriés et aux déplacés entre gouvernorats par l'intermédiaire de comités répartis dans les zones industrielles et touristiques et dans tous les gouvernorats concentration d'expatriés
afin de permettre aux électeurs éloignés de leur domicile d'exprimer leur vote selon l'autorité. Et les résultats définitifs de l'élection à l'étranger seront annoncés en même temps de ceux du vote interne le 18 décembre prochain. Le président Al-Sisi est au pouvoir depuis 2014 selon l'article 140 modifié en 2019 de la constitution égyptienne. Le président élu ne peut assumer la présidence pendant plus de 2 mandats présidentiels consécutifs, et ce qui permet à Al-Sisi de garder son poste de président s'il gagne jusqu'en 2030. Ibrahim. Merci beaucoup Mohamed Sangaré pour toutes ces explications. À la COP28, nous sommes à Dubaï. Le Congo-Brazzaville vient de bénéficier d'un fonds initial de 50 millions de dollars pour protéger la forêt, ou sa forêt, annonce faite hier samedi au cours d'une réunion consacrée à la nature et aux océans. Alors Lassina Keita, pourquoi le choix de Congo pour ce financement? À Dubaï, au moment où les regards sont tournés vers la problématique du changement climatique, une importante annonce pour le continent africain. Il s'agit de la signature d'un partenariat tripartite entre le Congo-Brazzaville, la France et l'Union européenne pour protéger la forêt de la République du Congo avec un fonds initial de 50 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA. Pour revenir à votre question, Ibrahima Traoré, d'abord, c'est pour payer les États qui protègent leurs écosystèmes forestiers et c'est le cas du Congo-Brazzaville dont plus de 65% du territoire est couvert par la forêt et dont le taux de déforestation est très bas. Ensuite, la forêt du Congo est le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie avec 200 millions d'hectares de couverts forestiers d'Afrique centrale qui continuent sur plusieurs pays de la sous-région du Gabon à la République démocratique du Congo en passant par la Guinée équatoriale, le Cameroun et la Centrafrique. Selon le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD, l'Afrique centrale est désormais le seul endroit de la planète où les forêts absorbent plus de CO2 qu'elles n'en rejettent. La région préserve mieux sa biodiversité, même si elle est menacée depuis 2010 par la pression démographique. Pour le moment, il n'y a pas de précision si cette somme sera annuelle ou si c'est sur une période donnée. Le journal des sports est essentiellement football, avec notamment les compétitions africaines des clubs de la CAF. Le Stade malien de Bamako, seul club malien sur la scène africaine cette saison, joue contre Sekoukoun en Afrique du Sud. Et puis 4 matchs sont au programme ce dimanche au compte de la 8e journée du championnat national de Ligue 1. Voyons tout cela avec Famurou Diorté. La 8e journée du championnat national de football de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec 4 rencontres. Le Djoliba C 3e avec 12 points joue contre l'AS Police, 7e avec 10 points. Ce sera sur le terrain de l'ASB. Binga FC 10 points affronte l'association sportive de Korofina, 11 points sur la pelouse du Djoliba AC. Le terrain de l'AS Real de Bamako reçoit le match US Bougouba AS Bakaridjan de Baraouli. Et la dernière rencontre du jour mettra aux prises le leader l'AS Real avec 17 points et l'US Bougouni qui a 9 points. Ce duel se déroulera au complexe sportif Fousseni Diarra de Sotiba, fief du Stade Malien de Bamako. Le dernier match de la 8e journée, Union sportive du Cercle de Kita, Stade Malien de Bamako, est reporté à raison de la participation des Blancs de Bamako en Coupe CAF. En ouverture ce samedi, l'USFAS a enfin gagné en championnat cette saison. Les militaires, après 3 matchs nuls et 4 défaites, se sont imposés 1-0 devant le club olympique de Bamako. Les 11 cratères se sont relancés suite à leur victoire 3-1 sur Afrique Football Elite. Belle performance aussi pour ATS Dekoro qui renoue avec le succès depuis la première journée. Les académiciens ont gagné par 1-0 contre l'AS Black Star. Ce dimanche, la phase de groupe de la Coupe CAF atteindra la mi-parcours avec la 3e journée. Le Stade Malien de Bamako est en déplacement en Afrique du Sud pour défier Sekoukoune United. Un match capital pour les déformations car elles ont déjà laissé filer 3 points dans la course à la qualification pour le prochain tour contre le même adversaire, la Renaissance sportive Berkane du Maroc. Avant ce choc, les Blancs de Bamako ont 3 points plus 1 contre 3 points moins 1 pour les Sud-Africains. Sekoukoune United Stade Malien de Bamako, coup d'envoi 19h temps universel. Au même moment, l'autre rencontre du groupe D mettra aux prises la Renaissance Berkane, leader avec 6 points, et les Diables Noirs du Congo-Brazzaville, avec 0 unité. Dans le groupe A, le tenant du titre, l'USM Alger, accueille les Égyptiens de Modern Future, alors que les deux équipes sont à égalité avec 6 points après 2 matchs.
Le vainqueur de ce choc prendra la tête du groupe. Dans le groupe B, le club libyen Abou Salim reçoit l'équipe guinéenne du Sohar. En difficulté avec 0 points en 2 sorties, les Guinéens doivent prendre les 3 points de cette partie pour relancer leur tournoi. Alors que les Égyptiens du Jamalek se sont imposés 1-0 ce samedi face à Sagrada Esperanza d'Angola. Avec 3 succès en autant de sorties, Zamalek du Caire a déjà un pied et demi en quart de finale. Enfin, dans le groupe C, Rivers United du Nigeria cherchera à se racheter de la défaite du week-end dernier face au Dreams FC du Ghana. Le club nigérian affrontera le club africain de Tunis en pleine confiance après sa victoire 3-1 à l'extérieur contre l'Académica de Lobito en Angola. En Ligue des Champions, ce samedi au compte de la 3e journée, après le match nul à Dar es Salaam en Tanzanie contre Simba 1-1, suivi du succès à domicile face au Wydad Casablanca 1-0, l'ASEC Mimosa a pris le meilleur sur les Botswanais du Guaning Galaxy par 2-0. Comme depuis le démarrage de cette édition, les Ivoiriens s'en sont remis à leur jeune joueur Sankara Karamoko, 19 ans, pour arracher un précieux résultat dans l'optique de la qualification au prochain tour. Cette victoire conforte l'ASEC à la première place du groupe B à 7 unités devant son adversaire du jour 4 points. Le WAC du Maroc qui s'est imposé 1-0 devant le Simba de Tanzanie est 3e avec 3 points. Simba ferme la marche dans le groupe B avec 2 unités. Dans le groupe A, une semaine après son succès de prestige contre Mamelodi Sundowns 1-0, le tout-puissant Mazembe de la RDC a calé à Nouakchott en Mauritanie devant la surprenante formation du Nouadhibou FC avec un score nul et vierge. Conséquence, les Congolais trussent provisoirement la première place du groupe A devant les Mauritaniens cumulant le même nombre de points, 4, mais disposant d'un plus mauvais goal average. Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Égyptiens de Pyramids FC ont l'opportunité de prendre la tête du groupe ce dimanche dans le cadre de leur opposition au stade de Pretoria. Focus Santé. La chronique santé de ce dimanche s'intéresse au laboratoire de l'hôpital du Mali. L'un des rares examens qui se fait au labo est le dosage des métaux lourds comme le zinc, le plomb et le mercure. Alors le numérateur de l'âme ou scanner de l'âme est aussi un appareil qui n'existe pas partout, de l'accueil à la réception du résultat de l'analyse. Tout le système est informatisé. Alors Koumba Sissé et Adama Traoré sont allés à la rencontre du personnel pour nous permettre d'en savoir plus sur les différentes unités et la capacité de production du laboratoire. Reportage. Depuis un certain temps, le laboratoire de l'hôpital du Mali est doté d'appareils de dernière génération pour effectuer différents examens. Ce laboratoire polyvalent a plusieurs unités d'analyse en son sein. Dr Boubacar Dramé, chef du laboratoire de l'hôpital du Mali. Dans le domaine de biologie médicale, nous avons une unité de bactériologie, une unité d'hématologie et d'hémostase, nous avons une unité de biochimie et immunoanalyse, nous avons une unité de biologie moléculaire, y compris la transfusion sanguine. Aujourd'hui, nous sommes un laboratoire qui fait des analyses qui ne sont pas disponibles ailleurs. Nous travaillons dans le domaine de la toxicologie qui va nous permettre d'éviter les échantillons qui sont évacués chaque année ou 2 fois par an à l'extérieur pour le bilan de toxicologie, plomb, cuivre, sélénium, manganèse, etc. Nous voulons avoir un laboratoire accrédité en 2024 selon l'ISO 1589. Dans le labo, 28 personnels qualifiés sont au four et au moulin pour satisfaire les besoins des populations. À l'unité de prélèvement, les agents reçoivent 150 à 200 patients par jour. Dr Yaya Goïta, biologiste. Dans l'unité biochimie, nous faisons beaucoup de paramètres biochimiques tels que la glycémie, la créate, l'urée, le cholestérol, ça c'est le bilan lipidique, l'acide urique. Donc il y en a beaucoup que nous dosons. Et aussi au niveau de l'unité immunologie, nous faisons les hormones telles que la testostérone. Et nous faisons aussi les marqueurs thyroïdiens tels que la T3 et la T4. À l'unité de biologie moléculaire et de séquençage, les maladies infectieuses et génétiques sont diagnostiquées. Adam Kone, chef de l'unité biologie moléculaire et séquençage. Comme maladie infectieuse, donc il y a chèvre, l'hépatite B, l'hépatite C. Donc comme maladie génétique, donc il y a leucémie et il y a le thrombosiste. Au-delà de tout ça, nous disposons d'un équipement de dernière génération qu'on appelle le Pacific Biology, qu'on a appelé PAC Bio, qui est la 3e génération, qui fait le séquençage du génome humain complet et métagénomique. Et au-delà de tout ça, nous pouvons faire le test ADN, test de paternité. Le délai de ces analyses, exemple comme séquençage du génome humain,
Un seul génome humain, le test, ça prend 30 heures. L'un des rares appareils au labo de l'hôpital du Mali, c'est aussi le numérisateur de l'âme ou scanner de l'âme. Dr Mamadou Keita, spécialiste en anatomie et cytologie pathologie. Nous sommes devant le numérisateur de l'âme. Ça permet de prendre la lame en intégralité. Ensuite, ça permet de voir les images comme on regarde au microscope. Et l'appareil est le premier au Mali, à l'hôpital du Mali. Et c'est un appareil qui permet aussi d'échanger les cas de maladies difficiles avec d'autres spécialistes dans le domaine à travers le monde. C'est un réseau international. Et aussi, c'est un moyen de faire apprendre les étudiants. Donc, beaucoup de personnes peuvent regarder la lame en même temps à travers cet appareil. Le personnel du labo travaille dans des conditions sécurisées. Depuis l'accueil jusqu'au résultat de l'analyse, tout le système est informatisé. Dr Alidou Moussakone, surveillant du laboratoire. Les patients reçoivent déjà un SMS à partir du moment où le résultat est validé pour lui signifier la disponibilité du résultat. Et la plupart des résultats sont rendus le même jour, à l'exception de quelques-uns qui font 2 ou 3 jours. Comme toute autre structure, le laboratoire de l'hôpital du Mali est confronté à certaines difficultés. Dr Boubacar Dramé, chef du laboratoire de l'hôpital du Mali. Nous avons un processus d'approvisionnement qui est très long et qui est aussi limité souvent en fonction de l'enveloppe budgétaire que l'État donne, puisque nous ne faisons pas payer le coût réel. Les patients ne payent pas le coût réel, donc tout ce que nous faisons est subventionné. Et les limites de la subvention font que on a envie de faire certaines choses, on a la capacité de faire certaines choses, on ne peut pas le faire. Grâce aux efforts du gouvernement du Mali et ses partenaires comme la Chine, le laboratoire de l'hôpital du Mali a désormais une certaine capacité d'analyse de haut niveau. Des démarches sont en cours pour maintenir cette capacité et la renforcer davantage. Focus Santé. C'est ce numéro de Focus Santé réalisé par Koumba Sissé qui met fin à ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale Bourama Traoré, à la mise en onde Bintou Traoré. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré. À la réalisation, Lassine Keita, retrouvé dans un instant, Koumba Sissé justement, dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Mais avant, une page des avisés communiqués, puis à suivre également sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ERTM à la suite des travaux de la 27e édition de l'EID, espace d'interpellation démocratique. C'est tout à l'heure à partir de 15h30, la reprise donc des travaux après la cérémonie d'ouverture et la lecture donc des interpellations, 38 au total. Et bien suivra donc la réponse des membres du gouvernement à partir de 15h30. Merci encore une fois de votre fidélité. Excellent moment de radio à notre compagnie. Au revoir.